Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de l'hôpital abandonné où je travaillais de nuit et qui cachait des patients qui n'étaient plus vivants. Je m'appelle Aurélie, j'ai 29 ans, et pendant un peu plus d'un an, j'ai occupé un poste que peu de gens connaissent vraiment. Agente de télésurveillance et de ronde pour une société privée chargée de la sécurisation de bâtiments désaffectés en attente de démolition ou de reconversion. Usines fermées, bureaux administratifs vidés de leurs occupants, écoles désertées après une fusion d'établissements. Des lieux qu'on protège avant tout contre les squatteurs et les pilleurs de métaux, et parfois contre eux-mêmes, tant certains de ces bâtiments menaçaient ruine. J'avais atterri dans ce métier presque par hasard, après des études de sociologie qui ne débouchaient sur aucun emploi stable, et je m'y étais finalement bien habituée. J'aimais cette solitude nocturne, ce silence particulier des bâtiments vides, cette sensation d'être la seule âme éveillée dans un lieu figé depuis des années. Avant l'hôpital, j'avais surveillé un ancien lycée technique, un entrepôt de grande distribution laissé à l'abandon après une faillite et une maison de retraite fermée à la suite d'un scandale sanitaire dont la presse locale avait longuement parlé à l'époque. Rien dans mon expérience jusque-là n'avait jamais dépassé le cadre strictement professionnel de mon travail. Quelques craquements de structure, quelques ombres mal interprétées dans l'obscurité, rien de plus. Mes amis me trouvaient toujours un peu étrange de choisir sciemment un métier aussi solitaire, aussi éloigné des standards habituels d'une vie sociale épanouie selon elles. Je leur répondais invariablement que cette solitude ne me pesait absolument pas, bien au contraire, qu'elle me permettait de réfléchir, de lire énormément durant mes heures creuses et de retrouver chaque matin en rentrant chez moi un plaisir authentique à recroiser le monde diurne, avec ses bruits et son agitation, plutôt que de le subir en continu comme la plupart des gens que je connaissais. Ma vie personnelle à cette période était simple et plutôt satisfaisante. Je partageais un petit appartement avec mon chat, une existence tranquille rythmée par mes horaires décalés. Je dormais le matin, je profitais de mes après-midi pour voir des amis ou avancer sur des projets personnels, et je reprenais mon service en début de soirée jusqu'à l'aube. Cette organisation, bien qu'atypique, me convenait parfaitement, et je n'aurais jamais imaginé qu'un simple contrat de surveillance viendrait un jour bouleverser cet équilibre. Mon chat, une siamoise répondant au nom de Caline, m'attendait chaque matin à mon retour, ronronnant contre mes jambes comme pour célébrer mon retour sain et sauf. Un rituel simple qui, durant les pires semaines de cette expérience, est devenu l'un des seuls moments de réconfort véritable de mes journées. Je me souviens m'être surprise certains matins à la serrer un peu plus fort contre moi que d'habitude, cherchant dans ce contact chaleureux et familier un antidote, même modeste, à l'angoisse accumulée durant la nuit précédente. Quand mon employeur m'a confié la surveillance de l'ancien hôpital gériatrique Notre-Dame-des-Champs, un établissement fermé depuis une douzaine d'années en périphérie de la ville, je n'ai ressenti sur le moment aucune appréhension particulière. On m'avait simplement expliqué que le bâtiment, en attente d'un projet de reconversion en résidence étudiante qui tardait à se concrétiser, devait être surveillé chaque nuit contre les intrusions, de plus en plus fréquentes depuis que des amateurs d'exploration urbaine avaient commencé à publier des vidéos tournées sur place, attirant une nouvelle vague de curieux peu respectueux des lieux. J'ai signé ce contrat sans hésitation particulière, ce type de mission ne se distinguant en rien sur le papier de mes précédentes affectations. Mon responsable m'avait simplement précisé lors de notre entretien préalable que ce site nécessitait une vigilance renforcée en raison de sa superficie importante et de la multiplicité des points d'accès potentiels, sans jamais faire la moindre allusion à quoi que ce soit de plus inhabituel concernant ce lieu. La première nuit, j'ai découvert cet établissement avec une curiosité toute professionnelle. Cet hôpital avait accueilli, durant des décennies, des patients âgés en fin de vie ou souffrant de pathologies chroniques nécessitant une prise en charge de longue durée. Sa fermeture, m'avait-on expliqué, faisait suite à une restructuration régionale des services gériatriques, les patients ayant été progressivement transférés vers des structures plus modernes, un processus long et complexe qui avait dû s'étaler, selon les documents que j'ai consultés plus tard, sur près de 2 années entières avant la fermeture définitive du site. Depuis, le bâtiment se dégradait lentement, livré aux intempéries qui s'infiltraient par les fenêtres brisées, aux herbes folles envahissant l'ancien parc arboré, à cette patine grisâtre que le temps dépose inévitablement sur les lieux abandonnés. Le rez-de-chaussée et le premier étage, ceux que je patrouillais principalement lors de mes premières semaines, abritaient les anciens espaces communs, une vaste salle à manger collective dont les tables rondes restaient étrangement encore alignées, une salle d'activité où traînaient encore quelques jeux de société moisis, une chapelle désaffectée dont les bancs de bois s'effritaient doucement. Rien de particulièrement inquiétant, hormis cette atmosphère de désolation propre à tous les lieux qu'on abandonne, ce mélange de nostalgie et de malaise diffus face à ce qui fut autrefois habité, animé, et qui n'est plus qu'un décor figé.
J'avais pris le temps, cette première nuit, de me familiariser avec la configuration générale du bâtiment, un vaste ensemble en forme de L, construit dans les années 70, dont l'aile principale s'élevait sur 3 étages, complété par un pavillon annexe autrefois réservé aux services administratifs. Mon parcours de ronde, établi par mon employeur, m'imposait de passer par chaque niveau à intervalles réguliers, ma présence étant tracée par un système de badges à pointer, disposés à différents endroits stratégiques, garantissant que je n'esquivais aucune zone durant mes rondes. Cette contrainte, purement administrative en apparence, allait pourtant devenir, au fil des semaines, une source d'angoisse supplémentaire, tant elle m'obligeait à me rendre chaque nuit sans exception dans des recoins du bâtiment que j'aurais volontiers évités si j'en avais eu le choix. C'est au bout de la deuxième semaine que j'ai commencé à percevoir les premiers signes que quelque chose, dans ce bâtiment, ne correspondait pas tout à fait à ce que j'avais l'habitude de rencontrer dans mon métier. Un soir, en effectuant ma ronde habituelle dans les étages supérieurs, ceux qui abritaient autrefois les chambres des résidents en soins de longue durée, j'ai perçu une odeur. Une odeur médicinale précise, mélangée à quelque chose de plus doux, presque floral, qui évoquait immanquablement ces parfums d'ambiance qu'on utilise parfois dans les établissements de soins pour masquer les odeurs plus difficiles associées à la vieillesse et à la maladie. Une odeur qui n'avait aucune raison d'exister dans un bâtiment vidé de tout produit depuis plus d'une décennie. Je me suis dit sur le moment qu'il s'agissait probablement de résidus imprégnés dans les matériaux poreux du bâtiment, une explication rassurante que je me suis empressée d'adopter pour continuer ma ronde sans y penser davantage. Mais cette odeur, loin de s'estomper avec le temps, s'est mise à revenir chaque nuit, toujours dans la même aile, celle qui abritait autrefois, selon les plans que mon employeur m'avait fournis, le service réservé aux patients les plus dépendants, ceux dont l'autonomie était la plus réduite. C'est dans cette aile précise que j'ai commencé, quelques semaines plus tard, à percevoir des bruits que je ne parvenais pas à expliquer par la simple vétusté du bâtiment. Des grincements de fauteuils roulants d'abord, ce son caractéristique de petites roues métalliques avançant lentement sur un revêtement de linoléum. Son qui ne pouvait provenir en toute logique d'aucun mobilier fonctionnel, puisque tous les équipements médicaux avaient été évacués depuis longtemps, à l'exception de quelques carcasses métalliques abandonnées, rouillées, hors d'usage. J'ai fini un soir par me résoudre à explorer plus précisément cette aile, plutôt que de me contenter d'un rapide passage de routine. J'ai parcouru chaque chambre, une par une, ma lampe torche balayant les murs décrépits, les fenêtres murées ou brisées, les sols jonchés de gravats. Chaque chambre semblait identique à la précédente, un lit médicalisé rouillé, souvent renversé, une table de chevet dont la peinture s'écaillait, parfois une chaise percée abandonnée dans un coin, vestige silencieux d'une intimité perdue depuis longtemps. C'est dans l'une de ces chambres, l'avant-dernière du couloir, que j'ai perçu pour la première fois quelque chose que je ne pouvais absolument pas expliquer par la vétusté ou l'imagination. Le lit médicalisé de cette chambre était resté intact, contrairement à la plupart des autres, rongé par la rouille, mais toujours fonctionnel dans sa structure. Et sur ce lit, l'espace d'une fraction de seconde à peine, avant que le faisceau de ma lampe ne se stabilise pleinement sur cet endroit, j'ai eu la certitude d'apercevoir une forme frêle, allongée, ses mains jointes sur un drap, dont la blancheur contrastait étrangement avec la crasse généralisée du reste de la pièce. Quand ma lampe s'est fixée pleinement sur le lit, il n'y avait plus rien. Un matelas éventré, maculé de taches sombres et rien d'autre. J'ai reculé d'un pas, presque instinctivement, mon faisceau lumineux tremblant légèrement dans ma main, et j'ai balayé une nouvelle fois toute la pièce, cherchant absolument à me convaincre que je n'avais rien vu d'anormal. Le silence dans cette chambre avait quelque chose de particulier, une densité presque palpable, comme si l'air lui-même y était plus lourd qu'ailleurs dans le bâtiment. J'ai remarqué à ce moment précis que la température semblait avoir chuté de plusieurs degrés par rapport au reste du couloir, un froid sec et localisé qui ne correspondait à aucune explication logique. Je me suis figé sur place pendant de longues secondes, le cœur battant, cherchant une explication rationnelle à ce que je venais de voir. Un jeu d'ombre provoqué par le faisceau mobile de ma lampe torche ai-je fini par me convaincre en reculant lentement hors de la chambre, sans jamais tourner le dos complètement à ce lit qui, désormais, me semblait chargé d'une présence que je ne parvenais pas à nommer. Cette nuit-là, j'ai terminé ma ronde plus rapidement que d'habitude, sans oser retourner dans cette aile précise. Mais les nuits suivantes, mon employeur exigeant que chaque étage soit inspecté sans exception, je n'ai pas eu d'autre choix que d'y retourner encore et encore, chaque soir, avec une appréhension grandissante que je peinais de plus en plus à dissimuler, même à moi-même. Les manifestations, loin de s'estomper avec le temps, se sont au contraire intensifiées, se faisant plus fréquentes, plus précises, plus difficiles à ignorer. J'ai commencé à entendre certaines nuits des toux.
Des toux sèches et laborieuses, celles qu'on associe aux patients âgés souffrant de troubles respiratoires chroniques, un son rauque qui semblait provenir de plusieurs chambres à la fois, comme si tout cet étage, autrefois plein de résidents alités, avait retrouvé la nuit venue ses occupants d'antan. J'ai commencé également à percevoir à intervalles réguliers une sonnette d'appel, ce timbre discret et répétitif qu'on associe immédiatement au service de soins où les patients sollicitent l'attention du personnel soignant en pressant un bouton relié à leur lit. Ce bruit, toujours identique, toujours au même endroit, résonnait parfois pendant de longues minutes avant de s'interrompre brutalement, comme si personne, jamais, n'était venu répondre à cet appel. D'autres nuits, c'était un tout autre bruit qui venait me glacer le sang, celui, plus discret, mais tout aussi reconnaissable, d'un chariot de soins qu'on pousse dans un couloir, les roulettes grinçant légèrement sur le linoléum, accompagné parfois d'un léger cliquetis métallique, comme celui de flacons ou d'instruments s'entrechoquant sur un plateau. Ce bruit se rapprochait invariablement, longeant le couloir principal, avant de s'arrêter net à quelques mètres de ma position, sans que je ne voie jamais rien, sans que le bruit ne reprenne ensuite, comme si celle qui poussait ce chariot invisible s'était simplement figée, consciente elle aussi de ma présence. J'ai fini par en parler à une collègue, une femme qui avait, elle aussi, surveillé cet établissement quelques années avant moi, dans le cadre d'un contrat précédent avec mon employeur. Elle m'a écouté avec une gravité que je n'attendais pas, sans jamais chercher à minimiser ou à ridiculiser ce que je lui racontais. Nous étions attablés dans un café en plein jour, et je me souviens à quel point le contraste entre la lumière crue de cette terrasse ensoleillée et la noirceur de mon récit me semblait presque irréel, comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle m'a confié à son tour avoir vécu des expériences similaires durant sa propre affectation sur ce site, sans jamais avoir osé les rapporter officiellement, de peur de perdre sa crédibilité professionnelle. Elle m'a raconté en particulier un incident qui l'avait profondément marqué. Une nuit où, en patrouillant dans cette même aile, elle avait clairement vu sur un registre de suivi encore accroché au mur du couloir, où le personnel notait autrefois les heures de passage auprès de chaque résident, une écriture fraîche apparaître progressivement, comme tracée par une main invisible, formant un prénom qu'elle n'avait jamais pu oublier depuis, Yvonne. Cette révélation m'a glacé le sang. J'avais moi-même, à plusieurs reprises, remarqué ce registre, toujours vierge lors de mes propres rondes, sans jamais y prêter une attention particulière. Ma collègue m'a expliqué qu'elle avait fini par se renseigner, discrètement, auprès d'anciens employés de l'hôpital reconvertis dans d'autres établissements de la région, sur ce qui s'était réellement passé dans cette aile avant la fermeture définitive du bâtiment. Ce qu'elle avait appris, disait-elle, l'avait profondément troublée. Dans les derniers mois d'activité de l'établissement, alors que la fermeture était déjà actée et que le personnel se réduisait progressivement, un défaut d'organisation, jamais officiellement reconnu par la direction, avait entraîné le décès de plusieurs résidents dans des conditions troubles. Faute de surveillance suffisante durant les nuits, le service tournant alors avec des effectifs réduits au strict minimum. Je ne saurais dire avec certitude si cette histoire, telle que ma collègue me l'avait racontée, correspondait exactement à la réalité ou si elle s'était enrichie au fil des années et des récits successifs de détails plus dramatiques que la vérité initiale. Mais dans mon esprit déjà fragilisé par des semaines d'expériences inexplicables, cette explication a trouvé un écho immédiat, presque naturel, comme si elle venait enfin donner un sens à tout ce que je vivais nuit après nuit dans ces couloirs déserts. Nous avons discuté longuement ce jour-là de la meilleure conduite à tenir face à une telle situation. Ma collègue, plus expérimentée que moi dans ce type de circonstances, m'a suggéré plusieurs approches allant de la simple ignorance polie de ces phénomènes jusqu'à une forme de dialogue direct avec ce qui semblait habiter les lieux, une idée qui m'avait semblé sur le moment presque absurde, mais qui allait pourtant devenir, quelques semaines plus tard, la seule solution que j'envisagerais sérieusement. À partir de cette conversation, ma peur a franchi un nouveau seuil. Je ne me contentais plus d'appréhender cette aile du bâtiment par simple prudence professionnelle. Je redoutais véritablement chaque ronde, chaque nuit, avec une angoisse grandissante qui commençait à affecter sérieusement ma capacité à exercer mon métier normalement. Je retardais systématiquement le moment de monter à cet étage, préférant multiplier les vérifications inutiles ailleurs dans le bâtiment, avant de me résoudre, la peur au ventre, à gravir les escaliers qui menaient vers ce service que je redoutais désormais plus que tout. Cette angoisse a fini par déborder largement du cadre de mon travail. Je dormais mal en journée, hanté par des images de couloirs blancs et de lits médicalisés qui s'invitaient jusque dans mon sommeil, transformant mes journées censées être reposantes en une prolongation à peine masquée de mes nuits de garde. J'ai commencé à perdre l'appétit, à m'isoler progressivement de mes amis, refusant systématiquement les invitations à sortir, préférant rester seul, épuisé, incapable d'expliquer clairement ce qui me rongeait sans passer, à mes propres yeux, pour quelqu'un de déraisonnable.
Un soir, alors que je longeais le couloir principal de cette aile, ma lampe torche s'est brusquement éteinte, sans raison apparente, alors même que les piles neuves que j'y avais installées la veille auraient dû garantir plusieurs jours d'autonomie supplémentaire. Je me suis retrouvée plongée dans une obscurité totale, au milieu de ce couloir que je connaissais pourtant par cœur, mais dont chaque repère familier semblait, dans le noir absolu, prendre une dimension menaçante inédite. J'ai entendu à ce moment précis un bruit de roulettes métalliques se rapprocher depuis le fond du couloir, accompagné de cette toux sèche et laborieuse que j'associais désormais à ce lieu tout entier. Je me souviens avoir compté mentalement les secondes, dans le noir, pour tenter de garder un semblant de contrôle sur moi-même. Le bruit continuait de se rapprocher, régulier, sans jamais accélérer ni ralentir, comme mu par une patience qui me semblait, dans cet instant de terreur pure, plus effrayante encore qu'une approche brusque. J'ai senti contre ma joue un souffle d'air anormalement froid, comme si quelque chose venait de passer tout près de moi, sans jamais me toucher directement. J'ai réussi tant bien que mal à rallumer ma lampe torche après de longues secondes de panique pure, mes doigts tremblants peinant à manipuler l'interrupteur. Quand la lumière est enfin revenue, le couloir était vide. Aucune silhouette, aucun bruit, si ce n'est le battement effréné de mon propre cœur résonnant dans mes oreilles. Je suis redescendue en courant presque, incapable de poursuivre ma ronde ce soir-là, et j'ai passé le reste de ma garde recroquevillée dans le local de sécurité, guettant chaque bruit suspect, incapable de fermer l'œil ne serait-ce qu'un instant. Les semaines suivantes ont vu ces manifestations gagner en intensité et en fréquence, débordant peu à peu de cette seule aile pour s'étendre à d'autres parties du bâtiment que je pensais jusque-là épargnées. J'ai commencé à percevoir dans les couloirs des étages inférieurs des silhouettes furtives se glissant d'une porte à l'autre, toujours à la limite de mon champ de vision, disparaissant systématiquement dès que je tournais la tête pour les observer directement. J'ai commencé à retrouver, certains matins en prenant mon service, des objets déplacés dans le local de sécurité que j'occupais seul, une chaise tournée dans une direction différente de celle où je l'avais laissée la veille. Je me suis mise à documenter méticuleusement chaque incident dans un carnet que je gardais toujours sur moi, non plus par curiosité comme cela avait pu être le cas au début, mais par nécessité, tant j'avais besoin de garder une trace tangible de ce que je vivais, de peur de finir par douter moi-même de ma propre santé mentale. Je notais l'heure précise de chaque manifestation, sa nature, sa durée, cherchant désespérément à établir un schéma qui aurait pu m'aider à anticiper, sinon à comprendre, ce qui se produisait dans ce bâtiment. Ce carnet, rempli au fil des semaines d'une écriture de plus en plus nerveuse et resserrée, est devenu pour moi une sorte de garde-fou psychologique. Le relire certains matins me permettait de me convaincre que je n'inventais rien, que chaque phénomène rapporté correspondait bien à une observation précise, datée, contextualisée, et non à une simple divagation née de la fatigue ou de la peur. Je crois avec le recul que ce carnet m'a évité de sombrer complètement dans une forme de paranoïa qui aurait pu à terme m'être bien plus nuisible que les phénomènes eux-mêmes. C'est en recoupant mes propres notes que j'ai fini par remarquer une régularité troublante. La majorité des manifestations les plus intenses survenaient systématiquement entre minuit et 2 heures du matin, un créneau horaire que j'ai appris en me renseignant a posteriori correspondait précisément à celui durant lequel le service de nuit de cet hôpital, dans ses dernières années d'activité, tournait avec des effectifs particulièrement restreints, livrant parfois un étage entier de résidents dépendants à la seule vigilance d'une aide-soignante unique. J'ai fini, à bout de force et de nerfs, par envisager sérieusement de démissionner de ce poste, malgré les conséquences financières que cela aurait pu entraîner. Mon employeur, un homme pragmatique peu enclin à ce genre de considération, m'aurait probablement ri au nez si je lui avais confié la véritable raison de mon envie de tout abandonner, et j'ai longuement hésité cette semaine-là, entre inventer un prétexte quelconque pour rompre mon contrat, ou tenter, une dernière fois, de comprendre ce qui se jouait réellement dans ce bâtiment avant de tout abandonner sans réponse. C'est cette hésitation même, je crois, qui m'a finalement conduite à entreprendre mes recherches plus approfondies, plutôt que de fuir purement et simplement une situation que je ne comprenais pas. J'ai contacté les archives départementales ainsi qu'une association locale dédiée à la préservation de la mémoire hospitalière régionale, en expliquant vaguement m'intéresser à l'histoire du bâtiment dans le cadre de mes fonctions de gardiennage. J'ai obtenu, après plusieurs échanges, l'accès à des rapports d'inspection datant des derniers mois d'activité de l'établissement, des documents administratifs secs et techniques, mais qui confirmaient, noir sur blanc, ce que ma collègue m'avait raconté de manière plus informelle. Un sous-effectif chronique dans les derniers mois précédant la fermeture, des manquements répétés au protocole de surveillance nocturne et dans les annexes les plus discrètes de ces rapports, la mention prudente et euphémisée de plusieurs décès survenus dans des circonstances jugées, je cite, appelant une vigilance accrue quant aux conditions d'encadrement du service de nuit.
J'ai passé plusieurs après-midi entiers dans la salle de lecture des archives départementales, un lieu paisible et lumineux qui contrastait violemment avec l'obscurité oppressante du bâtiment que je surveillais chaque nuit. J'y ai consulté des comptes rendus de réunions syndicales datant de cette période où des représentants du personnel alertaient déjà à l'époque sur la dégradation des conditions de travail et sur les risques que cela faisait peser sur la sécurité des résidents les plus vulnérables. J'ai lu également des coupures de presse locales, prudentes et mesurées, évoquant une réorganisation difficile du service sans jamais employer de mots plus explicites, comme si toute une époque avait choisi, collectivement, de recouvrir cette période d'un voile pudique plutôt que de l'affronter frontalement. Aucun nom de résident n'apparaissait dans ces documents administratifs, protégés par le secret médical même des années après la fermeture. Mais un détail dans l'un de ces rapports a retenu mon attention plus que tout autre. La mention d'une résidente de longue date, hospitalisée depuis plusieurs années dans le service que je surveillais chaque nuit, dont le décès, survenu quelques semaines seulement avant la fermeture définitive de l'hôpital, avait fait l'objet d'un signalement interne resté sans suite, faute de temps et de moyens avant la dissolution complète du service. Le rapport ne mentionnait pas son identité, mais évoquait, dans une formulation particulièrement froide, un décès découvert tardivement lors de la ronde matinale, dans des circonstances laissant supposer une détresse prolongée non détectée. Je me souviens d'avoir relu cette phrase à plusieurs reprises, incapable sur le moment d'en saisir toute la portée humaine derrière cette formulation administrative si froide, si distanciée. J'ai imaginé malgré moi ce qu'avait dû représenter cette découverte pour l'aide-soignante ou l'infirmière qui l'avait faite ce matin-là, et surtout ce qu'avait dû être pour cette résidente elle-même cette attente solitaire durant sa dernière nuit dans un service désormais si peu encadré que personne n'avait pu ou su veiller sur elle jusqu'au bout. Ce prénom qu'avait vu apparaître ma collègue sur ce registre ce soir-là, des années plus tôt, m'est revenu en tête avec une force nouvelle, glaçante, Yvonne. J'ai pris la décision ce soir-là de ne pas fuir ce bâtiment, mais d'affronter une bonne fois pour toutes ce qui semblait s'y être installé. J'ai apporté avec moi, lors de ma garde suivante, une bougie, quelques fleurs simples achetées dans une épicerie de quartier, et j'ai décidé de me rendre en pleine conscience et en pleine possession de mes moyens jusqu'à cette avant-dernière chambre du couloir, celle où j'avais aperçu pour la première fois cette silhouette frêle allongée sous un drap trop blanc pour ce lieu. Le trajet jusqu'à cette chambre ce soir-là m'a semblé durer une éternité. Chaque pas résonnait un peu plus fort que d'habitude dans le couloir désert, chaque ombre projetée par ma lampe torche me semblait receler une menace que je m'efforçais, tant bien que mal, de ne pas laisser transparaître dans mon attitude. Je me répétais intérieurement que je n'étais pas venu ici pour fuir, mais pour offrir, enfin, ce qui n'avait peut-être jamais été offert à cette femme durant ces derniers instants, une présence, une attention, un geste de considération simple et sincère. Je me suis assise sur le rebord du lit métallique rouillé, la bougie allumée posée sur la table de chevet voisine, et j'ai parlé, à voix haute, dans le silence pesant de cette chambre, en m'adressant directement à cette résidente que je ne connaissais que par ce prénom entendu 2 fois, à des années d'intervalle, dans des circonstances si troublantes. Je lui ai dit simplement que je savais désormais ce qui s'était passé, que je comprenais que sa fin de vie n'avait pas reçu l'attention et le soin qu'elle aurait mérité, que je regrettais sincèrement, en son nom et au nom de toutes celles qui avaient pu connaître un sort similaire dans cet établissement, cette négligence institutionnelle qui avait dû peser si lourdement sur ces derniers instants. Je me souviens d'avoir également ajouté, presque malgré moi, que je ne la blâmais pas de s'être manifestée ainsi, de m'avoir suivi et observé nuit après nuit, tant je comprenais désormais qu'une telle solitude, à l'heure de mourir, méritait bien plus qu'un simple silence éternel en retour. J'ignore encore aujourd'hui si ces mots ont eu la moindre incidence réelle sur ce qui habitait ce lieu, ou si le simple fait de les prononcer m'a suffi, à moi, à apaiser une tension que je portais depuis des mois. Mais je sais que quelque chose, ce soir-là, a définitivement changé dans ma perception de ce bâtiment. Je suis restée ainsi de longues minutes, dans ce silence seulement troublé par le crépitement discret de la flamme, sans qu'aucune manifestation particulière ne vienne interrompre ce moment. Puis, progressivement, j'ai senti une forme d'apaisement s'installer dans cette pièce, une sensation diffuse mais réelle, comme si la tension qui saturait habituellement l'air de ce lieu commençait enfin à se dissiper. Les nuits suivantes ont confirmé ce premier signe. La toux sèche qui hantait les couloirs s'est tue. La sonnette d'appel imaginaire ne s'est plus jamais fait entendre. Les silhouettes furtives ont cessé de se glisser d'une porte à l'autre dans les couloirs des étages inférieurs. L'odeur médicinale et florale qui m'avait tant intriguée durant les premières semaines s'est également estompée progressivement jusqu'à disparaître complètement, remplacée par la simple odeur de poussière et d'humidité propre à tout bâtiment laissé à l'abandon depuis des années.
Chaque ronde suivante, dans cette aile autrefois si redoutée, m'a semblé de plus en plus banale, de plus en plus semblable à celle que j'effectuais dans le reste du bâtiment, sans plus jamais cette tension particulière qui m'avait accompagnée durant des mois. J'ai continué à travailler sur ce site encore plusieurs mois, jusqu'à ce que le projet de reconversion immobilière soit enfin relancé et que ma mission de surveillance prenne fin naturellement, remplacée par une équipe de travaux. Mais durant ces derniers mois, je n'ai plus jamais ressenti dans ces couloirs pourtant toujours aussi vides et silencieux, cette présence oppressante qui avait failli, à plusieurs reprises, me pousser à tout abandonner. Je me souviens de ma dernière nuit de garde dans ce bâtiment, quelques jours avant que les engins de chantier ne viennent en entamer méthodiquement la structure. J'ai fait ce soir-là une dernière ronde complète, sans appréhension particulière, presque avec une forme de nostalgie étrange pour ce lieu qui m'avait tant terrifié, mais qui avait aussi fini, à sa manière, par m'apprendre quelque chose d'essentiel sur la mémoire, sur la dignité due aux personnes âgées et mourantes, et sur ce que le silence institutionnel peut parfois enfouir sans jamais totalement l'effacer. En passant devant cette avant-dernière chambre du couloir, j'ai simplement hoché la tête, un geste presque involontaire, comme on salue une vieille connaissance avant un départ définitif. Je ne travaille plus aujourd'hui dans la surveillance de bâtiments désaffectés. Je me suis réorientée vers un poste dans le secteur médico-social, un choix qui peut sembler paradoxal compte tenu de ce que j'ai vécu, mais qui m'a semblé avec le recul comme une évidence. Je voulais transformer cette peur en quelque chose de constructif, veiller moi-même à ce que les personnes âgées dont je m'occupe désormais ne connaissent jamais la solitude et la négligence qu'avait dû subir cette femme des décennies plus tôt dans cet hôpital que je n'oublierai jamais. J'ai suivi pour ce faire une formation accélérée d'accompagnante en établissement pour personnes âgées, un virage professionnel radical par rapport à mes années de solitude nocturne, mais un changement dont j'avais, je crois, profondément besoin après tout ce que j'avais traversé. Mes nouveaux collègues, quand je leur raconte parfois avec prudence les grandes lignes de cette expérience passée, m'écoutent généralement avec un mélange de scepticisme poli et de curiosité sincère, sans jamais chercher à remettre en question la conviction profonde qui m'anime désormais dans mon travail quotidien auprès des résidents dont j'ai la charge. Je garde de cette période une conviction intime que je n'aurais jamais imaginé développer un jour, celle que certains lieux, chargés d'une souffrance humaine trop grande pour s'effacer avec le simple passage du temps, méritent, même vides, même abandonnés, un minimum de respect et d'attention de la part de ceux qui les traversent, ne serait-ce que quelques instants au cœur de la nuit. Merci à tous de m'avoir écouté ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne à la lueur de la bougie pour ne manquer aucun de nos prochains témoignages. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure à la lueur de la bougie.